Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et félicitations pour votre admission à l'Université d'Ottawa. Mon nom est Sébastien Méanchin, je suis consultant réglementé en immigration canadienne et conseiller aux étudiants internationaux ici à l'université. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre demande de permis d'études. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment se connecter à son compte sécurisé IRCC. De là, vous pourrez déterminer votre éligibilité et générer votre liste personnalisée de documents à soumettre. Dans un deuxième temps, je vous montrerai comment remplir votre formulaire IMM 1294. C'est le document à remplir quand on veut faire une demande de permis d'études depuis l'extérieur du Canada. Ensuite, je vous montrerai comment téléverser vos documents, payer vos frais et soumettre votre demande. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve devant l'ordinateur et qu'on commence notre demande. A tout de suite. Bien, rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve cette fois-ci devant notre ordinateur où on va faire notre demande de permis d'études. Alors pour ça, on va ouvrir un navigateur. Voilà. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est se rendre sur notre compte sécurisé IRCC. Pour ça, vous avez deux options. Soit vous connaissez l'adresse par cœur ou alors elle est dans votre favori, soit vous venez ici cliquer comme moi dans votre moteur de recherche MyCIC. OK ? Vous allez cliquer sur le premier lien qui apparaît ici. Et ici, avant de faire quoi que ce soit, on va choisir de changer la langue. Donc on va venir en haut et à droite ici et on va cliquer sur français pour mettre tout en français. Ce sera bien plus simple comme ça. Et là, vous avez deux options de connexion. D'accord ? La première option, c'est ce qu'on appelle, c'est via ce qu'on appelle une clé GC. GC, c'est pour Gouvernement du Canada. La deuxième option, c'est par un partenaire de connexion. Ici, évidemment, on va choisir la première option parce que l'option 2, l'immense majorité d'entre vous n'a pas accès puisqu'il faut donner des renseignements de services bancaires canadiens. Et a priori, si c'est votre première demande de permis d'études, vous n'avez pas de compte bancaire canadien, donc on va passer cette option-là. Et à titre personnel, moi j'utilise toujours la clé GC puisque, je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas forcément envie de donner mes renseignements personnels de banque et à chaque fois je me connecte sur le compte de l'immigration. Donc on va opter pour l'option 1, clé GC. D'accord ? Et pour les besoins de la vidéo, on va partir du principe que vous avez déjà créé votre compte, que vous avez votre clé GC, vos identifiants, vos mots de passe, etc. etc. Parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, elle va déjà être assez longue comme ça. Donc si vous n'avez pas encore créé votre compte, je vous invite à mettre pause et venir ici sur vous n'avez pas de compte, cliquez sur s'inscrire. Suivez les instructions, c'est pas très difficile. On a aussi une vidéo qui peut vous aider, je mettrai le lien en description de cette vidéo-là, qui peut vous aider à créer votre compte et votre clé GC. D'accord ? Donc ici, encore une fois, on part du principe, on a nos identifiants, nos mots de passe, on vient ici simplement cliquer sur ouvrir une session avec une clé GC. Voilà. Donc ici, on nous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ce qu'on a fait ici, nous, c'est qu'on a créé un compte de démonstration justement pour cette vidéo qui appartient à un personnage fictif qu'on a appelé Isabella, vous allez voir, pour qui on va faire une demande de permis d'études. D'accord ? Donc, nous ici, on vient ici taper démo, voilà celui-là, et on va se connecter. Donc on a notre nom d'utilisateur, notre mot de passe, on se connecte. On arrive ici sur une première page de bienvenue qui nous explique qui nous indique que la dernière fois qu'on s'est connecté, c'était telle date. D'accord ? C'est un premier niveau de sécurité, donc vous savez quand vous arrivez ici que vous êtes connecté à telle date la dernière fois. À partir de cette page ici, vous pouvez, si vous le désirez, modifier vos mots de passe, gérer vos adresses courriels, modifier vos réponses de récupération, plein de choses comme ça. Ici, on ne va pas du tout faire ça, on ne va pas s'embêter, on va cliquer sur continuer. On arrive maintenant sur la page de l'authentification à deux facteurs. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Je crois que ça date de juillet dernier. Donc, c'est assez récent. C'est quelque chose qui a été mis en place récemment par IRCC. Quand vous avez créé votre compte ou votre clé GC, je ne sais plus, à un moment donné, on vous propose de mettre en place votre authentification à deux facteurs et on vous propose différentes options. Ça peut être par une application sur votre téléphone mobile ou ça peut être en recevant un code à usage unique. On a choisi ici de recevoir un mot de passe à usage unique. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, c'est indiqué
un courriel contenant un mot de passe à usage unique a été envoyé à cette adresse. Donc, on va s'y rendre. Voilà, on voit ici, on a reçu un email, effectivement, GC, Gouvernement Canada. Donc, on clique ici. On vient copier ici ce mot de passe à usage unique. On vient le coller tout simplement ici. Et on clique ici sur poursuivre. Ça, c'est pas tellement intéressant, donc on va poursuivre ici. Là, on arrive sur la page des conditions d'utilisation. Donc, je vous invite à les lire au moins une fois, au moins la première fois que vous vous connectez, à en prendre connaissance. Et là, on va dire qu'on les a lus et on va cliquer sur j'accepte. Ici, on nous invite à répondre à une question de sécurité qu'on a nous-mêmes choisie. Donc, vous devriez connaître la réponse. Donc, on va tout simplement y répondre. Quelle est ma couleur préférée? Donc, mauve. Voilà. On continue. Et là, on arrive sur donc le portail, à proprement parler. Donc, sur le compte de notre étudiante fictive, Isabella Garcia. Vous voyez que ce portail, c'est un peu votre espace personnel pour tout ce qui va être demande auprès de l'immigration. Donc, le jour où vous ferez votre demande de permis d'études, si plus tard vous faites une demande de permis de travail post-diplôme, si vous faites une demande même de résidence permanente, tout va se passer ici. Ok. Vous avez deux sections ici, dans la partie haute, disons, du portail. La première section, c'est pour voir les demandes qui ont été soumises. Donc, ça va lister ici toutes les demandes que vous avez soumises. Ici, évidemment, comme c'est votre première demande, et c'est aussi la première demande d'Isabella, il n'y a aucune demande qui a été soumise encore. Et ici, c'est l'endroit où vont être listées toutes les demandes qui n'ont pas encore été soumises, mais sur lesquelles vous travaillez. On va y revenir tout à l'heure, parce que je vais faire exprès tout à l'heure de soumettre la demande de permis d'études, mais de ne pas l'envoyer encore, pour vous montrer qu'on n'est pas obligé, effectivement, quand on commence la demande de permis d'études, on n'est pas obligé de la finir, de mettre tous les documents d'un seul coup, etc. On a 60 jours pour compléter une demande une fois qu'on a commencé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer la demande le plus tôt possible, quand vous pouvez, et vous avez encore 60 jours pour la terminer, pour payer les frais, etc. etc. Donc, ici on n'a pas encore de demandes sur lesquelles on travaille, qui n'ont pas encore été soumises, parce qu'on n'a rien fait. Donc on vient ici faire commencer une demande. Ah oui, j'ai oublié, si jamais ici vous avez une demande qui est non soumise, qui est commencée mais non soumise, soit vous la supprimez, soit vous la terminez avant de faire une nouvelle demande. Vous ne pourrez pas faire une nouvelle demande si vous avez une demande qui n'a pas été soumise encore ici. Donc il faut que ce tableau ici soit vide pour pouvoir faire une nouvelle demande. On va venir ici sur justement commencer une demande et plus précisément sur présenter une demande pour venir au Canada. Okay. On clique ici. Là, on va nous demander si on a un code de référence personnel. Alors ça, c'est pour les gens qui ont utilisé l'outil Venir au Canada pour déterminer leur admissibilité ou non à un programme. Ce n'est pas notre cas, donc on va aller ici sur la deuxième partie. Je n'ai pas de code de référence personnel. Et donc ici, on va déterminer notre admissibilité directement à travers des questions que le système va nous poser. Nous, on va faire une demande de permis d'études. Donc, on va cliquer ici sur ce premier bouton, visa de visiteur, permis d'études et ou de permis de travail. Donc, on va cliquer ici, hop. Voilà. Donc là, comme je disais, on va avoir une série de questions qui vont déterminer si on est admissible ou non à faire cette demande de permis d'études. Alors, on va répondre aux questions qui ne sont pas très difficiles. Que souhaitez-vous faire au Canada? Étudier. Pendant combien de temps? Temporairement, plus de 6 mois. D'accord. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui est sur votre passeport. Donc, dans notre exemple à nous, Isabella, elle est argentine. Okay, donc, elle vit en Argentine, elle est argentine. Donc, on va cliquer ici sur ARG Argentine. Évidemment, vous choisissez le code qui correspond à votre passeport. Hein. Son pays de résidence, ça pourrait très bien être un autre pays. Elle pourrait vivre au Brésil, elle pourrait vivre ailleurs. Mais bon, là, il se trouve qu'elle vit en Argentine, on va dire. Ça va être une demande assez simple, on va faire. Avez-vous un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent? Alors, déjà, qu'est-ce qu'ils entendent par membre de la famille? Donc, on clique ici. Vous voyez qu'ici, il s'agit de l'époux ou du conjoint de fait ou des enfants à charge. Et ou des enfants à charge. Donc, ici, Isabella, elle n'est ni mariée ni conjoint de fait, elle n'a pas d'enfant, donc on va mettre non. Date de naissance. Alors, on va lui dire qu'elle est née le 1er janvier 2005, tiens. Voilà. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis? Donc, en gros, c'est est-ce que vous avez la green card ou la carte verte? Si c'est le cas, vous mettez oui. Dans ce cas-là, on va mettre
Bon, dans notre cas, on va mettre non. Avez-vous été accepté dans un... Alors ça, c'est la question la plus importante ici, c'est avez-vous été accepté dans un établissement d'enseignement? Donc, évidemment, oui, parce que si on fait cette demande de permis d'études, c'est justement parce qu'on a une lettre d'admission de l'Université d'Ottawa. Donc, on va cliquer sur oui. Quel est votre état civil? Donc là, en fonction de votre profil à vous, vous choisissez marié, divorcé, conjoint de fait, etc. Alors ici, Isabella n'est jamais mariée, célibataire. Je vais juste venir ici sur la notion de conjoint de fait. Conjoint de fait, pour le Canada, c'est deux personnes qui vivent ensemble sous le même toit depuis au moins 1 an dans une relation conjugale. Donc c'est un couple qui vit ensemble dans une relation maritale, comme si elles étaient mariées, mais ils ne le sont pas, sous le même toit. D'accord? Et d'ailleurs, les couples mariés et les couples qui sont conjoints de fait, au Canada, en tout cas pour l'immigration, ils ont exactement les mêmes droits. Donc ici, on va dire qu'elle est célibataire. Province de destination, donc on va mettre Ontario. Voilà, tout simplement. Et voilà. D'après les informations qu'on a données au système, lui, il nous dit qu'on est admissible à faire une demande de permis d'études. Ce qui tombe bien, parce que c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc on va continuer. Et maintenant, on va avoir d'autres questions. Mais cette fois-ci, ces questions-là, elles vont nous permettre de générer une liste de contrôle personnel, c'est-à-dire une liste de documents qui va nous servir pour faire notre demande de permis d'études. Alors, avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Alors ça, c'est vraiment une question niche. C'est pour les gens qui ont un permis de travail ou un permis d'études déjà. Donc ici, ce n'est pas du tout notre cas. On fait notre première demande de permis d'études. Donc on va mettre non. Si évidemment c'est votre cas, vous répondez en fonction de votre cas. Mais ici, on va mettre non. Participez-vous à un programme d'échange? Alors, il existe des programmes d'échange, évidemment. Ici, on va faire une demande assez simple, donc on va mettre que non. Le travail est une composante essentielle dans vos études. Là, je vais m'arrêter 2 minutes pour expliquer le sens de la question. Ici, c'est une question qui a affaire à ce qu'on appelle les permis de travail coop. Si vous avez dans votre lettre d'admission un endroit qui dit que vous devez faire un stage, où vous avez une composante de travail obligatoire dans vos études, à ce moment-là, vous avez besoin d'un permis de travail en plus de votre permis d'études, un permis de travail coop. Ici, on va mettre non, pour simplifier, sachant que si jamais la situation devait changer, une fois au Canada, si Isabella voulait faire un stage coop, par exemple pour ses études, elle pourrait demander un permis de travail coop une fois au Canada. D'accord? Êtes-vous l'époux ou la conjointe fait d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant? On va mettre non, elle est célibataire. Mais si ça s'applique à vous, évidemment, vous mettez oui. Pareil pour les bourses. Si vous êtes titulaire d'une bourse, vous mettez oui. Ici, on va mettre non pour simplifier. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada? Non. Avez-vous déjà commis une infraction, été arrêté, accusé, reconnu coupable à la suite d'une infraction criminelle dans un pays? Alors, on va mettre non ici, sachant que si c'est votre cas, évidemment, vous mettez oui. Et il faudra justifier. D'accord? Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné par IRCC au cours des 12 derniers mois? Alors, on va mettre non, mais je vais m'arrêter ici pour expliquer un peu le système des examens médicaux. Au Canada, il est obligatoire, si vous voulez faire une demande de permis d'études ou de permis de travail ou même de résidence permanente, de passer un examen médical si, en tout cas pour les permis études et travail, c'est obligatoire si vous avez vécu plus de 6 mois consécutifs au cours des 12 derniers mois, donc la dernière année, dans un pays, ce qu'on appelle un pays désigné. Pareil, je pense que je mettrai la liste des pays désignés en description de cette vidéo. Donc si vous venez de, je ne sais pas, par exemple de Maroc, Algérie, etc., vous avez besoin d'un examen médical. Autre chose, si vous comptez travailler, vous savez qu'avec votre permis d'études, vous avez le droit de travailler. Si vous comptez travailler auprès d'enfants ou auprès de patients dans le domaine médical, vous avez besoin aussi de passer un examen médical. Donc ici, on va mettre non et on va faire suivant. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Avez-vous visité un des pays désignés ou avez-vous vécu pendant 6 mois consécutifs au cours de la dernière année? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous venez d'un pays désigné ou vous avez vécu dans un pays désigné la dernière année, vous devez mettre oui et effectivement on va vous demander un examen médical. Donc là on va mettre non.
voulez-vous présenter une demande pour un membre de la famille? Alors on va mettre non ici, mais ça c'est important par exemple pour les gens qui viennent en couple. Si vous êtes un étudiant et que vous avez un conjoint, ce conjoint aura le droit à un permis de travail ouvert. D'accord? Donc vous pouvez faire ici la demande en même temps que la demande de votre permis d'études, vous pouvez demander ce permis de travail ouvert de votre conjoint. Donnez-vous accès à quelqu'un pour votre demande. Donc vous pouvez donner accès à quelqu'un qui soit de la famille, de votre famille ou un ami. Donc il y aura un formulaire en plus évidemment à remplir. Ou vous pouvez donner accès à une personne qu'on appelle un représentant officiel, c'est-à-dire soit un consultant en immigration, soit un avocat. Ici on va simplifier, on va mettre non. Hein. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie, données biométriques? Il faut savoir que depuis quelques années, pour une demande de permis d'études ou permis de travail, la biométrie est obligatoire. D'accord? Ça a un coût supplémentaire, vous allez le voir sur la liste de contrôle, de 85$. Donc ici, on va mettre non, on n'a pas fourni, mais on va forcément demander de le fournir. Des frais sont associés à votre demande. Les paierez-vous ou êtes-vous dispensé de frais? Donc là, il y a l'option de oui, je paierai les frais ou non, je suis dispensé. L'immense majorité des étudiants ne sont pas dispensés de payer les frais. C'est vraiment, ça touche quelques profils seulement. Si vous l'êtes, vous pouvez mettre non, je suis dispensé de frais, mais il faudra justifier de votre dispense de frais. Donc ici, on va mettre oui. Hein. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numériseur ou une caméra? Donc, a priori, en 2023, ça ne devrait pas poser de problème pour la majorité d'entre vous. Donc, on va mettre oui. Je ne sais même pas ce qui se passe si on met non en réalité. Donc, on va mettre oui. On va supposer que si on vous demande une photocopie de votre passeport, vous êtes capable de la donner. Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande? Pour payer les frais en ligne, vous aurez besoin d'une carte de type Visa ou Mastercard, donc une carte de crédit. Alors on va mettre oui, sachant que si vous n'avez pas vous-même de carte de crédit, vous pouvez très bien demander à un ami ou quelqu'un de la famille, vous n'êtes pas obligé d'avoir la carte au nom du demandeur. Ça peut être la carte de n'importe qui est évidemment d'accord pour payer pour vous, bien sûr. Voilà. Donc là, on a le récapitulatif de nos réponses. Donc on peut vérifier que tout ce qu'on a mis était correct, date de naissance, on peut vérifier tout ça. Sachant que, par exemple, ici, il n'y a pas vraiment de fausses déclarations. Ça, c'est des questions auxquelles on a répondu pour, un, déterminer qu'on était admissible, et deux, générer notre liste de documents personnalisés. Donc, ce n'est pas une demande en soi, c'est juste comme une déclaration d'intérêt un petit peu. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur ici, volontairement ou involontairement, on ne vous en portera pas préjudice. En revanche, une fois que vous aurez vos documents, si vous soumettez à IRCC des documents erronés, volontairement ou involontairement, ou que vous avez omis de donner des informations, volontairement ou involontairement, ça peut être considéré comme une fausse déclaration et c'est très grave. Alors, maintenant ici, si jamais vous voulez modifier des choses, vous pouvez toujours venir ici, cliquer sur le petit crayon ici et modifier vos réponses. D'accord? Sachez que vous pourrez toujours le faire, même dans les 60 prochains jours. Donc si vous voulez modifier maintenant, vous pouvez le faire. Si vous voyez l'erreur plus tard, vous pourrez modifier plus tard aussi. Ce n'est pas un problème. On va cliquer ici sur continuer. Ici, on a un petit récapitulatif de comment va se passer la demande. Vous pouvez le lire si vous voulez, au moins la première fois. Donc c'est par étape. Hein. Utilisez votre compte, enregistrez votre demande, téléchargez vos documents. Ce qui est utile ici, c'est qu'on peut voir le format des documents qui sont acceptés, donc PDF, JPEG pour les photos, même les formats docs sont acceptés par exemple. Voilà. Et paiement des frais. Ça, c'est la dernière étape pour faire la demande de permis d'études. Maintenant, on fait continuer ici. Et là, voilà, vous avez votre liste de contrôle personnalisée. Donc ça, c'est la vôtre en fonction des réponses que vous avez soumises. Alors, elle est quand même très similaire pour toutes les demandes de permis d'études. Hein. Le formulaire ici, 1294, le formulaire de demande de permis de travail, de permis d'études depuis l'extérieur du Canada est toujours là. C'est le formulaire principal à remplir. Renseignements sur la famille. Ce formulaire-là peut être différent en fonction de votre pays d'origine. Par exemple, le formulaire ici 5707, c'est le formulaire sur lequel on demande le nom de des renseignements sur votre père, votre mère et vos enfants éventuellement et votre époux. On ne demande pas de renseignements sur vos frères et sœurs.
en fonction de votre pays d'origine, on peut vous demander un autre formulaire qui serait le 5645, qui serait un peu plus complet, où on vous demanderait aussi des renseignements sur vos frères et sœurs. Photocopie du passeport, ça c'est pour tout le monde. L'aide d'acceptation évidemment de l'école, ça c'est très important parce que c'est sur la base de ça que vous faites votre demande de permis d'études. Preuve de ressources financières, pour tout le monde pareil. Photographie, etc. Si vous aviez dit par exemple dans vos réponses que vous aviez passé un examen médical, par exemple, on vous aurait demandé ici évidemment la preuve de cet examen médical. D'accord ? Dans cette partie documents additionnels, l'annexe 1 ici, vous n'avez pas à le remplir parce que pour ceux qui ont besoin d'un visa par exemple, votre demande de visa sera d'office traitée avec votre demande de permis d'études. Donc à la fin de votre demande de permis d'études, on va vous demander, si tout se passe bien, si c'est accepté, etc., on va vous envoyer un document pour demander votre passeport, pour qu'on puisse coller dessus votre visa. Donc la demande de visa, vous n'avez pas à la faire à part, elle est faite dans votre demande de permis d'études. Ici, renseignement du client, c'est une partie optionnelle mais très importante. C'est ici qu'on va mettre tous les documents supplémentaires qui ne sont pas forcément listés ici. Il faut savoir que en fonction de votre pays de résidence ou de citoyenneté, on peut vous demander des documents supplémentaires. Il y a, je pense que je mettrai aussi le lien en description, il y a un endroit où on peut trouver sur le site de IRCC les documents, le paquet complet de documents additionnels dont on pourrait avoir besoin en fonction de tel ou tel pays. D'accord ? Et aussi dans renseignement client, il est très important aussi de mettre par exemple votre plan d'études par exemple. Très important de mettre une lettre explicative pour expliquer pourquoi vous désirez étudier au Canada, qu'est-ce que vous allez faire après vos études, etc. etc. Sachant que vous voyez, dans chaque section ici, on peut télécharger un fichier. Donc si vous avez beaucoup de documents, par exemple ici pour les ressources financières, ça peut arriver qu'on ait plusieurs documents, plusieurs extraits de comptes bancaires, une lettre d'explication de votre garant, des choses comme ça. Donc si vous avez plusieurs documents, vous pouvez les regrouper en un seul PDF et les téléverser ici. D'accord ? Pareil pour renseignement du client, souvent on a beaucoup de documents ici, ça peut arriver. Donc on peut les téléverser, on peut les mettre ensemble d'abord, en un seul fichier et les téléverser. Au niveau des frais, donc il y a les frais de traitement de la demande de permis d'études, ça c'est 150 $. Et les frais pour la biométrie, 85 $. Donc au total 235 $. Maintenant ce que je vais faire ici, c'est que je vais sortir du questionnaire, avant qu'on voit dans la deuxième partie comment remplir ce formulaire-là, qui est le plus important. Je vais faire ici sortir du questionnaire. Voilà, et vous voyez que c'est bien écrit ici. Êtes-vous sûr de vouloir quitter, blablabla. Vous disposez de 60 jours, y compris aujourd'hui, pour terminer cette demande. Donc vous n'êtes pas obligé de terminer la demande maintenant. D'accord ? Je sais qu'il y a des gens qui hésitent à faire sortir du questionnaire avant d'avoir tout rempli. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout d'un coup. D'accord ? Continuez. Et là, vous allez voir qu'on retourne sur notre compte personnel ici. Et là, on va voir ici que dans la partie demande soumise, demande pas soumise, on a une demande qu'on a créée aujourd'hui, enfin date de création, et le nombre de jours restants avant de la soumettre. Donc ici, on a encore 60 jours pour soumettre la demande. D'accord ? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même vous déconnecter. Pas de souci. D'ailleurs, vous serez déconnecté au bout de je crois que c'est 20 minutes. Au bout de 20 minutes, de toute façon, s'il n'y a aucune activité sur votre compte, vous êtes déconnecté automatiquement. Donc, vous pouvez faire votre session, vous reconnecter, donc encore une fois, votre clé GC, vos identifiants de facteurs, etc., etc. Et quand vous reviendrez ici, vous verrez que vous avez X jours pour soumettre votre demande. Et vous pourrez ici cliquer sur poursuivre ma demande. Et vous retrouvez vos réponses que vous pouvez encore modifier si vous voulez. Vous pouvez relire ça si vous ne l'avez pas lu la première fois. Et vous pouvez revenir ici sur continuer et ajouter des documents. Alors vous n'êtes pas obligé de les ajouter tous le même jour. Vous pouvez aujourd'hui, par exemple, je peux ajouter mon passeport aujourd'hui, par exemple, sortir, et puis demain ajouter ma photo. Voilà, 60 jours pour faire tout ça. Quand vous aurez téléversé tous les documents ici, apparaîtra ici un bouton qui est pas là pour l'instant, un bouton continuer. Voilà, donc vous cliquerez dessus et là vous serez invité à payer les 235 $. Et donc il faudra payer les 235 $ et votre demande sera soumise. Et vous recevrez
Dans les 24-48 heures, vous recevrez un document qui indiquera que votre demande a bien été reçue par IRCC. D'accord? Donc, je vais sortir d'ici. Et dans la deuxième partie, on va maintenant regarder comment on remplit ce formulaire-là, qui est le formulaire vraiment le plus important, qui est le formulaire de demande de permis d'études. Voilà. D'accord? Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais préparer le formulaire et je vous rejoins tout de suite. Voilà, donc comme prévu, on se retrouve devant le formulaire de demande de permis d'études présenté depuis l'extérieur du Canada, donc le fameux IMM 1294, et on va le remplir ensemble. Donc moi, j'ai déjà pré-rempli ici, je me suis mis dans la peau d'Isabella, notre étudiante fictif, et je l'ai rempli pour gagner un peu de temps, mais on va passer en revue toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Donc on y va. La première question ici qu'on va nous demander, c'est IUC. IUC, c'est pour identification unique du client. Ça, c'est un numéro qui va vous être attribué par IRCC. La première fois que vous ferez votre demande, n'importe quelle demande au niveau de l'immigration au Canada, on va vous attribuer un numéro à 10 chiffres. C'est ce numéro qui est l'IUC. Et ce numéro-là, il va vous identifier pour chacune des demandes que vous ferez plus tard auprès de l'immigration. Donc c'est un numéro qui va vous suivre tout votre parcours d'immigration. Quand vous ferez votre demande de permis de travail post-diplôme, par exemple, ce sera ce numéro qui sera indiqué. Ce numéro-là sera indiqué d'ailleurs sur votre permis d'études et ce sera le même qui va vous suivre donc tout le temps. Donc ici, on est dans la peau d'une étudiante qui fait sa première demande auprès de l'immigration. Elle n'a jamais rien fait avant, elle n'a jamais fait de visa avant, donc elle n'a pas de numéro UIC à ce niveau-là. D'accord? Donc on va laisser la case vide ici. Vous allez voir d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais vous verrez ici qu'il y a certaines questions pour lesquelles vous avez une petite astérisque ici, et d'autres où il n'y en a pas. Okay? Donc quand il y a un astérisque, ça veut dire que la question est obligatoire, donc il faut absolument donner une réponse, sinon le formulaire ne va pas valider, on va voir ce que ça veut dire après. Quand c'est une réponse, une question en tout cas sans astérisque, vous pouvez laisser la case vide, il n'y a pas de souci. Donc ici, on n'a pas de numéro IUC, on laisse la case vide. Deuxième question, je vais être servi en. Alors vous voyez ici que vous avez certaines questions où il faudra indiquer des choses, donc nom, prénom par exemple, et d'autres questions où vous avez des menus déroulants. Donc ici on peut choisir anglais ou français, donc l'une des deux langues du Canada. Donc ici, pour les besoins de la vidéo, on va le faire, on va dire français. Nom complet. Donc là, on va vous demander votre nom de famille et vos prénoms ou votre prénom en fonction vraiment de ce qu'il y a écrit sur votre passeport. Donc il faut bien indiquer, ça c'est très important, on a eu quelques refus à cause de ça, il faut bien indiquer vos prénoms et vos noms de famille comme c'est indiqué dans votre passeport. D'accord? Donc nom de famille ici, Garcia, prénom Isabella Armando. Et ici, on va vous demander si vous avez utilisé un autre nom. Ça peut être un pseudonyme, ça peut être un nom de jeune fille par exemple, ou un alias. Il se trouve que ce n'est pas le cas ici, mais si c'était le cas pour vous, vous pouvez ici venir cliquer oui, et vous allez voir que ces deux cases-là maintenant sont actives et vous pouvez indiquer nom de famille. Et vous voyez d'ailleurs que seul le nom de famille est obligatoire, la case prénom n'est pas rouge, donc c'est pas obligatoire, il n'y a pas d'astérisque. Mais bon, c'est pas le cas ici, donc on va remettre nom, et vous allez voir, les cases vont se griser, d'accord? Automatiquement. Sexe, donc vous avez le choix, féminin, masculin, inconnu ou autre. Donc féminin pour nous. Date de naissance, donc elle est née le 1er janvier 2005. Lieu de naissance, Buenos Aires. Pays, territoire de naissance, Argentine. Citoyenneté, Argentine. Jusque-là, ça paraît assez simple. Pays ou territoire de résidence actuelle. Donc on l'a vu quand on a répondu aux questions la partie précédente, que Isabella est argentine, donc citoyenne argentine, et qu'elle vit en Argentine. Elle pourrait très bien vivre dans un autre pays, mais il se trouve qu'elle vit en Argentine. Donc là, on met Argentine pour son pays de résidence actuelle et son statut dans le pays. Donc vous avez plusieurs statuts. Il se trouve qu'ici, elle est citoyenne argentine, donc on met citoyen. Si par exemple, on avait voulu dire qu'elle était par exemple étudiante en Arabie Saoudite, on aurait mis étudiant ici et on aurait vu que là, on nous demande la date d'expiration et la date à laquelle on a eu le permis d'études. D'accord? Donc ici, ce n'est pas le cas. On va remettre ici Argentine et citoyenne. Et donc ça regrise les cases ici. Pays de résidence antérieure. Là, on va vous demander si au cours des 5 dernières années, vous avez vécu dans un pays autre que votre pays de citoyenneté ou de résidence plus de 6 mois. D'accord? Ce n'est pas le cas ici,
mais ça pourrait être le cas pour vous, donc vous mettriez oui et vous indiqueriez quel pays, quel statut, de quand à quand. D'accord? Pays ou territoire où vous effectuez la demande, ça c'est très important, surtout pour les gens qui sont soit binationaux, soit qui habitent dans un pays qui n'est pas leur pays de citoyenneté, ça peut être très intéressant. Par exemple, vous êtes citoyen d'un pays A, vous habitez dans un pays B, vous pouvez faire une demande soit dans le pays A, soit dans le pays B. Et en fonction du pays, ça peut être intéressant parce que les délais de traitement ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. D'accord? Donc ici, ce n'est pas le cas. On fait la demande depuis l'Argentine, on habite en Argentine, on est citoyen argentin, donc on met oui ici, pour dire que c'est le même pays. Statut matrimonial, donc célibataire. Pareil ici, si vous aviez indiqué que vous étiez marié, on va vous demander la date de mariage et on va vous demander le nom de famille en tout cas et éventuellement le prénom de votre époux ou de votre épouse. Donc ce n'est pas le cas ici. Les langues maintenant. Au niveau des langues, on va vous demander votre langue maternelle et vous allez voir que le menu déroulant est assez impressionnant. Il y a pas mal de langues. Donc on va rester sur espagnol parce qu'elle est encore une fois argentine. Pouvez-vous communiquer dans les deux langues du Canada? Donc, vous pouvez choisir anglais, français ou dans les deux langues, ou dans aucune langue si vous parlez ni français ni anglais. On va mettre ici dans les deux langues. Et pour les besoins de la vidéo, on va dire qu'on est plus à l'aise en français qu'en anglais. D'accord? Ensuite, numéro de passeport. Donc, ça, c'est assez facile. Il suffit de regarder dans votre passeport. Pays de délivrance du passeport, donc Argentine ici. Date de délivrance, date d'expiration. Pareil ici, si vous avez une pièce d'identité nationale autre que le passeport, vous pouvez éventuellement la mettre ici. Donc, numéro de la pièce d'identité, pays de délivrance, date d'expiration. Pareil, si vous avez la carte verte des États-Unis, vous indiquez oui et vous mettez votre numéro de carte verte et date d'expiration. Ensuite, coordonnées postales. Donc, ça, c'est votre adresse postale. Donc, là, j'ai mis, voilà, si vous avez un numéro de bâtiment, par exemple, ou d'appartement, donc le numéro 2 ici, numéro de la rue, nom de la rue, ville, pays ou territoire, code postal, etc. C'est intéressant ici parce qu'on vous demande si c'est la même adresse que votre adresse de domicile. En général, oui, mais pas toujours. Par exemple, vous pourriez désigner une personne, comme un consultant ou un avocat, pour faire votre demande à votre place, ou avec vous en tout cas. Et dans ce cas-là, ici, en général, dans la première adresse, on met l'adresse de l'avocat ou du consultant. Et dans la deuxième adresse, on met l'adresse du domicile de la personne. D'accord? Donc là, ici, est-ce que l'adresse est identique à l'adresse postale? On va mettre oui. Donc, c'est la même adresse. Numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez choisir si c'est un numéro canadien ou américain ou si c'est un numéro d'un autre pays. Ici, type de téléphone, donc résidence, donc la maison, cellulaire ou au travail. Donc là, on va dire que c'est un téléphone cellulaire. Numéro de téléphone. Éventuellement, un second numéro de téléphone si vous voulez. Numéro de télécopieur et adresse email. D'accord? Jusqu'ici, je pense que c'est assez facile. Cette partie-là, c'est une des parties les plus importantes du formulaire, justement. C'est justement la partie des détails sur les études que vous prévoyez de faire au Canada. D'accord? Donc, le nom de l'école, c'est Université d'Ottawa, a priori. Votre niveau d'études, vous avez un menu déroulant ici. Donc, dans notre cas présent, elle va faire un baccalauréat. Domaine d'études, alors là, la liste n'est pas très exhaustive, mais essayez quand même de faire au mieux, de trouver quelque chose qui colle à ce que vous allez faire. Dans son cas, on va rester assez simple, on va dire qu'elle fait des études en sciences sociales. L'adresse de l'école, donc de l'université, province Ontario, village ou ville Ottawa, adresse Laurier Avenue. D'accord? Jusque-là, assez simple. Numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un numéro qui est attribué par le gouvernement canadien à tout établissement qui est en mesure de délivrer des permis d'études. Donc il faut savoir qu'au Canada, pour qu'un établissement soit à même de délivrer des permis d'études, il faut qu'il soit désigné par le gouvernement et il faut qu'il ait un numéro comme ça qui commence par O. Okay? Ce numéro-là, c'est le numéro pour l'Université d'Ottawa. Vous n'avez évidemment pas besoin de le connaître par cœur. Il est indiqué sur votre lettre d'admission. D'accord? Pareil pour votre numéro d'étudiant. Il est indiqué sur votre lettre d'admission. Okay? Et vous voyez qu'en plus, ce n'est pas forcément obligatoire. Ce n'est pas une question où il y a un astérisque. Durée prévue des études. Ça, par le coup, c'est obligatoire. Donc ici, on va dire qu'elle commence le semestre d'automne 2024
Et on va partir sur 4 ans d'études pour un baccalauréat. Donc elle finirait au semestre d'automne 2028. D'accord? Vous voyez ici que j'ai indiqué un petit peu plus et je vous conseille de faire pareil, de mettre 3 mois de plus que la durée de vos études. D'accord? Donc ici, elle est censée terminer a priori. Elle est censée terminer à l'automne 2028, donc c'est-à-dire en fin décembre 2028, début janvier 2028. Et j'ai rajouté 3 mois, donc on est au 31 mars 2029 à peu près. Ça, c'est très important parce que ça vous permet de vous donner un peu de temps pour pouvoir faire votre demande de permis de travail post-diplôme, par exemple, après vos études. D'accord? Sachant que si vous aviez besoin, s'il y avait un changement dans vos études, si vous ratiez une classe ou si vous vouliez changer d'orientation, etc., et que votre permis d'études n'est pas suffisamment long, vous aurez évidemment la possibilité de faire une extension de votre permis d'études pendant vos études. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Frais de scolarité. Donc ça va être les frais de scolarité qui sont indiqués soit sur votre lettre d'admission, ou alors il y aura un lien qui vous indiquera comment les calculer. Donc vous devez donner une estimation de vos frais de scolarité pour l'année. D'accord? Et ici, dans ce qui est logement repas, c'est les frais de scolarité que le gouvernement du Canada vous oblige maintenant à avoir en plus de vos frais de scolarité. Il faut savoir qu'encore récemment, c'était 10 000 $. Et depuis quelque temps, c'est passé à un peu moins de 21 000 $. D'accord? Donc, pour que ce soit bien clair, c'est de l'argent que vous devez avoir disponible en plus de vos frais de scolarité pour la première année. Donc, si vos frais de scolarité sont de 20 000 $, vous devez en plus, par-dessus ça, avoir de disponible 21 000 $ pour vos frais de subsistance, c'est-à-dire pour le logement, la nourriture, etc. Donc au total, ça fait 41 000 $ ici, que j'arrondis à 45 000. C'est toujours bien de mettre un petit peu plus si vous pouvez. Ceci étant, voilà, si jamais ici on avait mis un chiffre en dessous de 40 000 $, la demande de permis d'études était un petit peu compromise, je pense. Donc voilà, ici on met 45 000 $ ou 50 000 $, ce qu'on veut. Et ici, on va devoir indiquer qui va payer ces dépenses. Ça peut être l'étudiant lui-même, ses parents ou autres. Si vous cliquez autre ici, vous devez indiquer si c'est une sœur, un frère, un ami, etc. Donc on va laisser les parents ici. Je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'ici, je ne l'ai pas précisé, mais les fonds doivent être disponibles. Qu'est-ce que c'est des fonds disponibles? C'est des fonds que vous avez au moment de faire la demande. Ça peut pas ici, vous ne pouvez pas justifier ces fonds-là par le fait que vous allez travailler. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un poste d'enseignant, d'assistant enseignant, par exemple, ou assistant de recherche. Tout ça, ça ne va pas être pris en compte pour votre montant de fonds disponible parce que c'est lié à un emploi. Et on ne peut pas savoir ce qui va arriver. Vous pouvez très bien, je ne sais pas, tomber malade, perdre votre emploi, etc., etc. Ce n'est pas des fonds qui sont disponibles à l'instant où vous faites votre demande de permis d'études. D'accord? Donc faites attention à ça. On va vous demander vos antécédents de scolarité. Donc là, on vous demande si vous avez eu une éducation postsecondaire. Si c'est le cas, vous indiquez oui et vous devez donner votre domaine d'études, nom de l'établissement, pays, ville, etc. Dans le cas présent, ce n'est pas le cas, elle est lycéenne, donc on va mettre non. Pareil pour les emplois, antécédents d'emploi. Si vous avez occupé plusieurs emplois dans les 10 dernières années, il faut l'indiquer. Ici, encore une fois, elle est étudiante. Date de début septembre 2019. Elle est encore étudiante à l'heure actuelle, donc on n'a pas mis de date de fin. Si vous avez plus de 3 expériences professionnelles que vous devez déclarer, vous voyez qu'ici on n'a pas beaucoup de place, on n'a que la place pour 3 expériences. Si vous avez plus que ça, il va falloir créer ce qu'on appelle une annexe. Donc en gros, il va falloir reproduire ce tableau, soit sur un document Word, soit sur un document Excel, et le remplir. Et vous pourrez le téléverser ensuite dans la partie qu'on avait vue dans l'étape précédente, dans la partie renseignement du client. D'accord ? Et encore une fois, au niveau des antécédents, on va poser quelques questions de sécurité. Donc par exemple ici, la plupart des questions normalement devraient être non. Si jamais vous avez un oui quelque part, mais il faudra, vous voyez ici, venir le justifier. La première question, c'est si vous avez été en contact ou si vous avez eu la tuberculose, ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu la tuberculose récemment, si vous souffrez d'un trouble mental ou physique, si vous êtes resté au Canada plus longtemps que vous auriez dû. Celle-là, elle est importante. La B ici, c'est si on vous a refusé un permis ou un visa au Canada ou dans un autre pays. Donc si vous avez fait une demande de visa pour un autre pays que le Canada et qu'il a été refusé, il faudra l'indiquer ici par exemple.
Si vous avez déjà fait une demande pour venir au Canada, si par exemple vous avez fait une demande de visa avant ça, ou une autre demande de permis, travail ou études, ben, vous l'indiquez ici. Euh, Si vous avez commis un crime ou avez été arrêté, il faut l'indiquer ici. Si vous avez fait vos services militaires ou si vous avez travaillé dans un corps de police, il faudra l'indiquer ici. Si vous avez été affilié à un parti politique, par exemple, il faudra l'indiquer. Si vous avez été témoin de mauvais traitements, etc., il faudra l'indiquer. D'accord? Et ici, vous indique que si vous avez répondu oui à une des questions de 3 à 6, il faudra remplir un formulaire en plus, qui est le formulaire qu'on avait vu dans la partie précédente de la vidéo, le formulaire 5257 annexe 1, qui était dans les documents optionnels, que j'avais dit vous n'avez pas à remplir, sauf si effectivement, ici vous avez un oui. Là, on vous demande si vous acceptez que l'immigration communique avec vous. Donc, je ne pense pas que ce soit obligatoire en réalité, mais c'est toujours bien de mettre oui. Et pour finir, vous signez. Alors pour signer, très important, il suffit juste d'indiquer votre nom, voilà, comme ici, et de dater. Surtout, parce que beaucoup d'étudiants le font, surtout ne pas imprimer ce formulaire, le signer à la main par exemple, le scanner et essayer de l'envoyer. Ça ne fonctionnera pas. Le système ne vous laissera pas téléverser ce document. Tout simplement parce que ce document, c'est un document à valider. C'est un formulaire dans lequel il y a un petit script qui permet de générer des codes barres. Donc si vous imprimez et vous le scannez, vous allez détruire ce petit script et ça ne fonctionnera pas. Et du coup, le système ne va pas reconnaître le formulaire quand vous allez essayer de le téléverser. Donc ici, une fois qu'on a rempli toutes nos questions, on vient cliquer sur valider. Ça va prendre quelques secondes. Et on devrait avoir un message qui nous dit que tout est bon. Si ce n'est pas le cas, on va vous dire de remplir telle ou telle question que vous auriez oubliée. Voilà, donc on a la petite fenêtre qui s'ouvre et qui indique que la validation a bien été complétée. Alors, c'est indiqué ici que vous veuillez imprimer la demande au complet. Ne le faites pas, ça c'était un ancien message. Donc encore une fois, on va téléverser ce document sur notre portail de sécurisé d'IRCC. Donc la validation a été acceptée, a été complétée avec succès. Donc on clique OK. Ça va prendre encore une petite seconde ou deux. Et vous allez voir que ça va générer ces fameux codes barres dont je vous ai parlé. Voilà, on descend ici. Et donc vous avez ces fameux codes barres. Ça, c'est toute l'information que vous avez indiquée dans votre formulaire va être codée dans ces codes barres. Donc quand vous allez téléverser votre document sur le portail sécurisé, IRC va les recevoir et va scanner les codes barres et ça va automatiquement populer tous vos renseignements. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini, qu'on a validé, qu'on a sauvegardé, etc., il ne reste plus qu'une seule étape, ça va être de téléverser ce document, ce formulaire et tous les autres documents, c'est-à-dire un passeport, photo, etc., sur votre portail sécurisé d'IRCC, d'accord? Donc du coup, moi je vous donne rendez-vous sur le portail d'Isabella, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? Bon ben voilà, on se retrouve sur notre portail sécurisé de IRCC pour la dernière partie de cette vidéo. Et maintenant, il va ne nous rester plus qu'à téléverser nos documents et terminer la demande. D'accord? Vous allez voir que j'ai déjà téléversé une bonne partie des documents. Il ne reste plus que le formulaire qu'on vient de remplir à téléverser. Donc on va venir ici sur poursuivre la demande. Vous connaissez maintenant cet espace personnel par cœur. Donc poursuivre la demande. Ici, hein, encore une fois, on en avait discuté, on peut modifier encore certaines réponses si on a besoin. Donc on ne va pas faire ça ici. On va continuer. Ça apparaît ici, continuer. Et là, on va se retrouver devant notre liste qu'on avait obtenue la dernière fois, notre liste de documents. Donc, première chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai déjà téléversé tous les documents, sauf le formulaire 1294 qu'on vient de remplir. Donc, j'ai rempli ici, j'ai indiqué formulaire de renseignement sur la famille, je l'ai téléversé. Je ne me suis pas attardé dessus, mais c'est un formulaire qui est vraiment très facile à remplir. On va vous demander les coordonnées de vos parents, de vos enfants éventuellement, et de vos conjoints. Éventuellement, pour certains ressortissants de certains pays, on va vous demander aussi vos frères et sœurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui est facile à remplir. Copie du passeport, j'ai téléversé. L'aide d'acceptation, j'ai téléversé. Preuve de ressources financières, j'ai téléversé. Photographie. Et là, dans renseignement du client, j'ai téléversé une lettre explicative avec un plan d'études détaillé de pourquoi Ottawa, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais étudier, quand est-ce que je vais terminer, etc. etc. Encore une fois, c'est facultatif, mais je vous conseille de le faire. Et c'est aussi, par exemple, on en a parlé tout à l'heure,
si vous devez verser des documents, d'autres documents que ça, par exemple un annexe de vos antécédents professionnels, par exemple, ce serait ici aussi. Hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, et vous voyez ici que c'est indiqué document téléversé, mais pas soumis à IRCC. Ok. Pour l'instant, c'est juste dans mon espace personnel ici. Je peux les modifier si je veux, je les mets à jour ici. Par exemple, la photo, je vais revenir ici, et je vais la remettre, mais je pourrais mettre quelque chose d'autre, téléverser le fichier. Voilà. Donc, jusque-là, les documents ne sont pas transmis à IRCC. D'accord? Et ils sont juste, voilà, retourner aux documents. Ils sont juste là dans votre espace et il faudra continuer la demande pour pouvoir les téléverser. Hein, je vous avais indiqué qu'ici, il va y avoir un bouton continuer quand on aura téléversé tous les documents. Et là, effectivement, il nous manque le formulaire 1294. Donc, on va le téléverser tout de suite. C'est le formulaire qu'on vient de remplir à l'instant. Donc, voilà, 1294, il est là. Tac. On le téléverse. Ça prend quelques secondes, voilà. Tout est bien. Retournez à vos documents. Et là, maintenant, si on descend tout en bas, on va avoir le fameux bouton. Alors, c'est pas continuer, c'est suivant. Et là, vous allez voir qu'on va être amené maintenant à payer les 235$ pour pouvoir envoyer notre demande. Ok, donc on fait suivant. On vérifie ici la liste de documents qu'on a envoyés. Ok, on a tout envoyé. Là, on a un avis de confidentialité, donc je vous invite à le lire encore une fois, au moins la première fois. Ici, pas oublier de cliquer sur j'accepte. D'accord? Et ici, on va mettre donc Isabella Garcia. Voilà, couleur préférée. Ça, c'est votre question de sécurité. C'est une des questions de sécurité que vous avez choisi vous-même quand vous avez créé votre compte. Ok, donc mauve. Et on signe. D'accord? Et là, encore une fois, il suffit de transmettre et payer. Donc là, si on fait transmettre et payer, vous allez voir que, on peut le faire d'ailleurs, on va être invité à payer. Ok? Donc là, si je fais transmettre et payer, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va me demander maintenant un numéro de carte bleue et de payer. Bon, évidemment, je vais m'arrêter là, je ne vais pas le faire, mais vous aurez à remplir donc évidemment ici un numéro de carte de crédit, le nom du titulaire de la carte de crédit, la date d'expiration de la carte de crédit et le code qui est à l'arrière. Sachant que, je vous l'avais indiqué déjà la première fois, la carte de crédit, ce n'est pas forcément votre carte de crédit, ça peut être la carte de crédit d'un parent, d'un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui paye pour vous. Donc là, une fois que vous avez rempli les champs ici, vous faites payer et votre demande sera envoyée. D'accord? Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça aura été instructif. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite bonne chance dans vos démarches d'immigration. Et j'espère que vous allez recevoir une réponse positive et j'espère rapidement. Et à bientôt sur le campus.